D'abord, ce ciment de l'hostilité, ce matin, on a parlé d'un ciment social, et, je mets un petit peu de doute là-dessus. C'est-à-dire, je pense que la responsabilité des élites est très importante, la responsabilité des maires, je vais y venir, la responsabilité des ministres, des députés, des présidents. Quand je disais ça à propos de Manuel Valls, quand il disait que certaines populations n'avaient pas vocation à être quelque part. Quand moi je dis ça, ou quand quelqu'un sur le zinc dit ça, c'est pas très important. Quand c'est un politique, la parole est performative, comme on dit, elle fait exister ce qu'elle dit. Et quand, en l'occurrence, un Premier ministre dit que telle population n'a pas vocation à être quelque part, ça n'est pas la même chose que lorsque je le dis, ou lorsque n'importe qui ici le dira. Il y a un pouvoir des mots, chez les responsables politiques, et du président au Premier ministre, aux députés, aux maires, etc. Et donc ce point-là me semble important, d'autant plus que dans ce travail qu'on a entrepris sur les formes de réponse en Europe à la question migratoire, on va dire, réponse des sociétés, réponse des villes, réponse des États, dans plusieurs pays européens, on s'aperçoit, comme tout le monde, et ça a déjà été dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais qu'il y a eu un effet. Ce que les migrants font à nos villes, ce que les migrants font à l'Europe, c'est qu'il y a un incroyable changement social, il y a un mouvement social, et là on le voit un peu, même si vous avez l'impression que c'est balbutiant, que c'est minoritaire, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre du minoritaire, mais le minoritaire c'est important en politique, et ce mouvement-là, eh bien, il y a quelques années, il n'existait pas. Voilà. Ça c'est un fait politique, c'est déjà un fait politique, et on pourra y revenir. Beaucoup de mots sont utilisés, dont le mot d'hospitalité, qui est un mot très ancien pour l'anthropologie, qui est un classique de l'anthropologie, qui fait partie un petit peu des structures sociales de la parenté et autres choses de ce genre. Et tout d'un coup, on le voit arriver là, parfois avec des contresens, parfois pas toujours adapté à ce qui se passe, mais c'est un mot qui dérange la politique, qui vient déranger, qui mobilise des gens, et donc qui a un effet, voilà. Et ça, je pense que c'est important pour des chercheurs en sciences sociales. Ce qui est en train de se passer est un bouillonnement extraordinaire, parce qu'on voit du changement social et du changement politique en train de se faire. Et comme ça a été dit ce matin déjà, ce que nous disent les migrants, ce que nous dit cette question migratoire, va bien au-delà des personnes, des migrants eux-mêmes. Ça remet en cause, on l'a assez dit, on n'arrête pas de l'entendre, l'identité européenne. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité européenne, mettons, mais ça change aussi les formes de la mobilisation, de prise de conscience, de qui nous sommes et comment nous voulons être dans le monde. Alors, le point qui est ici en question me fait penser à cette prise de parole d'un philosophe, Jacques Derrida, en 1995, dans une assemblée qui voulait être une assemblée de création d'une grande organisation des villes-refuges, c'était à Strasbourg, et à ce moment-là, Derrida avait dit quelque chose qui est encore très intéressant, c'est « Nous demandons aux villes ce que nous renonçons presque à demander à nos États ». Et alors, c'est très beau comme formule, mais c'est assez complexe. Parce que quand j'entends, en revanche, les représentants des villes, ils ne veulent pas faire sans les États. Vous avez affaire aux États, vous avez affaire à vos gouvernements. Là où c'est intéressant dans le programme de recherche, et puis dans le tout petit dernier, avec les petits livres de Babel qu'on publie, entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants, mais apparemment il n'y en a plus sur la table des ventes, donc vous pouvez commander chez votre libraire ou où vous voulez. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a de très grandes différences selon les pays en Europe. Et pour aller très vite, simplement, l'Allemagne et son système fédéral a une autonomie politique, une autonomie économique et une capacité à prendre des décisions sans en recourir nécessairement à l'État central. L'Espagne a une forme
comme on le connaît, avec des velléités indépendantistes ici et là, et pas seulement en Catalogne, c'est-à-dire une puissance des provinces qui est très importante et qui fait penser aussi beaucoup à un système fédéral. C'est pour ça qu'on a tendance à dire dans ce petit livre que la palme d'or des villes accueillantes aujourd'hui, c'est Barcelone, où 120 000 personnes sont allées dans la rue avec la maire Ada Colau en disant « Nous sommes prêts, nous avons de la place, où sont-ils ces réfugiés que l'Europe devait nous emmener, nous envoyer, la place est faite ». Et qu'est-ce qu'il y a en Espagne? Il y a un très ancien dispositif, un très ancien mouvement de squatteurs, de squats. Qu'est-ce que ça veut dire des squats? Ça veut dire des réquisitions. Et hier, il y avait dans les ateliers quelqu'un qui a évoqué cette question en disant ben, un squat, c'est pas si terrible que ça. Effectivement, il y a des lieux vacants qui existent. Au lieu de mettre des gens dans des terrains vagues, de les laisser se débrouiller dans les terrains vagues ou de les mettre dans des camps, il y a des lieux vacants qui existent. On peut les occuper. Une association vient après. Elle consolide les gens qui sont là et elle négocie avec la ville, les systèmes, les organismes qui s'occupent de ce lieu et on arrive à une forme comme ça, une forme d'accueil, à une forme de maison de migrants peut-être. En tout cas, c'était un des sujets qu'on a abordé avec l'équipe de l'association Actécité et le programme Ville accueillante qui a travaillé avec l'équipe de la ville de Grande-Synthe sur les différentes formules possibles de comment créer de l'espace, des lieux d'accueil dans les villes aujourd'hui telles qu'elles sont, et cette forme du squat, comme les formes de maisons de migrants, de quartiers d'accueil, etc., ont été évoquées, et je pense que là, il y a des réflexions là-dessus. On pourrait encore évoquer l'Italie et le tissu associatif, mais là aussi, les provinces relativement indépendantes qui existent en Italie, avec aussi des formules locales très importantes. Donc cette relation très jacobiniste qui existe en France, où de toute la façon on s'en réfère à l'État et on ne peut pas faire autrement que d'en référer à l'État, c'est peut-être une particularité française qui tient à notre histoire française qui est très nationale et qui fait qu'on peut poser la question, et moi je le pose volontiers, jusqu'où peut aller, et on le voit régulièrement là depuis quelques années, on va dire, jusqu'où peut aller une ville qui veut être accueillante face à un État qui, lui, désigne l'étranger comme un ennemi, ou un ennemi, terme général, qui est dans le terme même d'hospitalité, hostilité, l'host peut être celui auquel on est hostile ou celui envers qui on est hospitalier. Et jusqu'où peut aller une ville sur le plan des paroles politiques? Je pense qu'il est possible d'en faire, et c'est très important. Sur le plan juridique, qu'a droit une ville de faire en désaccord avec un État? Et évidemment, sur le plan économique, et là, il y a la question de l'autonomie et de la puissance, la question de la force des villes, puisque dans le cas de Grande-Synthe, mais c'est le cas aussi, évidemment ça a été tout de suite le cas à Paris, c'est plus surprenant parce que Paris est une ville riche quand même, tout de suite, à mon avis, on cède à l'État sur la question du contrôle, sur la question de quel est cet accueil, ce premier accueil, cet accueil inconditionnel qu'on veut donner. On cède à l'État très souvent sous l'aspect de la dépendance économique, sur le fait que la ville ne peut pas tout faire et l'État doit faire. Voilà, ça c'est une question que je pose parce que c'est une question qu'on rencontre en permanence. Est-ce qu'une ville va devenir illégale en faisant certaines choses, ou est-ce qu'une ville va devenir appauvrie ou dépendante de l'État parce qu'elle ne peut pas, sur le plan économique, faire un certain nombre de choses pour être, quand elle le veut, une ville accueillante? Merci Michel. Alors, peut-être on va faire réagir les deux maires sur une ville peut-elle être illégale ou pas, mais gardez le micro. J'aimerais qu'en 1 minute chacun, c'est un gros défi que je vous lance là, vous avez beaucoup parlé d'hospitalité. Quelle définition vous en donneriez de l'hospitalité? Bon, on commence par vous, Michel Agier, à moins que Nathalie, vous vouliez en dire un mot. Non, mais les maires, ce sera pour répondre peut-être sur jusqu'où peuvent aller les villes face à l'État. Donc, l'hospitalité. Dans les temps, on est tout juste bon. Hein. D'accord. Bon, bah, donc on va faire tout juste. On va dire que c'est
C'est un terme, c'est une pratique sociale très ancienne qu'on met aujourd'hui sous le nom d'hospitalité privée, c'est-à-dire qui serait, selon la formule qu'un philosophe, René Scherrer, a utilisée, j'accueille chez moi qui je veux, sauf que j'accueille chez moi qui je veux, en général ce sont les gens qu'on connaît, donc on est l'hôte. L'hôte est plutôt celui qui nous est proche, ça n'est pas l'étranger d'abord, l'hôte c'est plutôt celui qu'on a déjà dans nos propres connaissances, dans notre famille, dans nos réseaux. Et donc la question qui est posée, et puis je vais aller très vite, qu'ont posé certains anthropologues qui ont travaillé sur les lois de l'hospitalité, du point de vue de cette anthropologie de l'hospitalité dans les familles, dans les réseaux sociaux, dans les familles élargies, dans les rapports de village à village, donc sous cet aspect de communauté, ce qui fait communauté avec des gens qui ne sont pas dans ma famille nucléaire immédiate, là où on est interpellé dans nos sociétés occidentales individualisées, largement où il n'y a plus dans les structures sociales cette place réservée à l'autre qui vient d'ailleurs. La question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, c'est comment faire de l'étranger un hôte. Et elle n'est pas mineure, cette question, puisque il faut faire une place, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du temps, il faut y consacrer du temps, et il faut avoir le désir d'établir une relation avec un monde qui est le monde de cette personne qui arrive, que je ne connais pas. Et donc il faut aussi une certaine disponibilité à l'hospitalité. Je ne pense pas que dans la définition, on va dire traditionnelle, je ne pense pas que l'hospitalité soit inconditionnelle. Je pense que l'hospitalité n'est jamais inconditionnelle, quitte à blesser certaines pensées ou certaines valeurs. Je pense qu'il y a toujours des conditions d'hospitalité. Toute la question est de savoir quelles sont ces conditions, dans quel cadre donc on pratique cet accueil de l'autre.